La pluie tambourinait contre les carreaux lorsque j'ai tenu le portable de Eik dans ma main. Après 32 ans de mariage, je n'aurais jamais pensé devoir un jour pirater son mot de passe. Mais les derniers mois m'avaient changé. Le code familier au 2307, notre date de mariage, ouvrit l'appareil sans résistance. Mes doigts tremblaient lorsque j'ouvris l'application de messagerie. Tu me manques tellement, mon trésor. Hier était indescriptible. Tu m'as redonné vie. Le message provenait d'un contact nommé Bernd Bureau. Je ne connaissais aucun Bernd dans l'entreprise de Eik. Mon estomac se noua lorsque je pus lire, en faisant défiler les messages, la réponse de ma femme. Je compte les heures. Trouve une excuse pour jeudi. Mon vieux croit tout. Il est tellement occupé avec sa retraite anticipée qu'il ne se rend compte de rien. Mon vieux. C'est donc ainsi qu'elle m'appelait quand je n'étais pas là. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire comme une cicatrice au fer rouge. J'avais 62 ans, oui, mais pas un idiot sénile. Et pourtant, je n'avais rien remarqué. Je continuais à faire défiler l'historique des conversations. Des centaines de messages, remontant à plusieurs semaines. Des détails intimes, des plans de rencontres, des mensonges que Eik m'avait racontés. Séminaire à Hanovre, atelier de week-end, heures supplémentaires, autant de mensonges. Puis j'ai vu une photo. Eik, 58 ans, ma femme, la mère de nos enfants adultes, dans les bras d'un homme. Il était plus jeune, peut-être au début de la quarantaine, avec une mâchoire anguleuse et des cheveux noirs fournis. Elle rayonnait d'une manière que je ne lui avais pas vue depuis des années. Le portable glissa de mes doigts et atterrit avec un bruit sourd sur le tapis de notre salon. Le tapis que nous avions acheté ensemble lors de notre voyage d'anniversaire au Maroc. Je me penchai, posai mes coudes sur mes genoux et enfouis mon visage dans mes mains. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée de l'intérieur. Dehors, la pluie redoublait, tambourinant contre les fenêtres de notre maison de banlieue à Brême. La maison pour laquelle nous avions payé des mensualités pendant 30 ans. La maison où nous avions élevé nos enfants. La maison qui, soudain, me semblait trop grande, trop vide, trop étrangère. Herbert ? Tu es encore réveillé. La voix de Eik provenant de la chambre à coucher me fit sursauter. Je me saisis précipitamment du portable, le déverrouillai et le remis sur la table d'appoint, exactement là où elle l'avait laissé avant d'aller à la salle de bain. Oui, je regarde encore les informations, répondis-je, et j'allumai instinctivement la télévision. Le journal télévisé était diffusé, le présentateur parlait d'une crise quelque part dans le monde. Je n'écoutais pas un mot. Mes pensées s'emballaient. Était-ce la première fois qu'elle me trompait? Ou y en avait-il eu d'autres auparavant? Depuis combien de temps ça durait avec ce Bernd? Que avais-je manqué? Que avais-je fait de mal? J'entendis Eik couper l'eau de la douche dans la salle de bain. Dans quelques minutes, elle viendrait dans le salon, avec ses cheveux fraîchement lavés et le parfum de son shampoing à la lavande. Elle sourirait et me demanderait si je voulais qu'elle me prépare un thé, comme tous les soirs. Et je devrais la regarder dans les yeux et savoir que tout était un mensonge. Mes mains se serrèrent en poing. 32 ans. 3 décennies de vie commune, des hauts et des bas, des maladies, la naissance de nos enfants, la mort de mes parents, sa promotion au poste de chef de service, ma retraite anticipée après ma crise cardiaque il y a 2 ans. Tout cela, et maintenant cette fin? Herbert? Eik était debout dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans son peignoir bleu, ses cheveux blonds cendrés humides et rabattus en arrière. Elle était bien pour son âge. Séduisante. Vivante. Tout va bien? Tu as l'air pâle. Je me forçai à sourire, un sourire qui me semblait me déchirer le visage. Juste fatigué. Les nouvelles ne sont pas très bonnes non plus. Elle hocha la tête avec compréhension, se dirigea vers son portable et le prit sur la table. Mon cœur fit un bond. Allait-elle remarquer que je l'avais touchée? Je vais aller me coucher. Tu viens bientôt? Elle me sourit, ce sourire familier que je connaissais depuis plus de 3 décennies. Un sourire qui était maintenant un masque. Dans une demi-heure, répondis-je mécaniquement. Lorsqu'elle quitta le salon, je respirai profondément. Le monde autour de moi avait changé. Plus rien n'était ce qu'il semblait être. La femme avec laquelle j'avais partagé ma vie était devenue une étrangère. J'éteignis la télévision et fixai l'obscurité de la pièce. Jeudi. Elle le verrait jeudi. Après-demain. J'avais 2 jours pour décider ce que j'allais faire. Le lendemain matin,
j'observais Ike assise à la table du petit déjeuner, en train de faire défiler son smartphone. Était-elle en contact avec lui en ce moment? Était-elle en train de planifier sa prochaine rencontre, assise en face de moi, faisant comme si tout était normal? Il nous faut du café, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Tu veux que j'aille faire les courses aujourd'hui? Elle leva brièvement les yeux, son visage illuminé d'une lueur bleutée. Oui, ce serait gentil. Je rentre tard ce soir. Réunion du conseil d'administration. Encore un mensonge? Je mastiquais lentement mon pain complet tout en réfléchissant à la manière de percer le mystère. Jusqu'à quelle heure environ? Aucune idée. Tu connais Gisela, quand elle se lance. Elle haussa les épaules et but une gorgée de café. Ne m'attends pas pour le dîner. Gisela Weber était la présidente du conseil d'administration de la compagnie d'assurance de Ike. Une femme énergique d'une cinquantaine d'années que j'avais rencontrée lors de quelques fêtes d'entreprise. Ike oserait-elle vraiment utiliser son nom pour couvrir sa liaison? Peut-être que je devrais réinviter Gisela à dîner, dis-je avec désinvolture. Ça fait longtemps. Une brève hésitation. Presque imperceptible, mais je connaissais Ike suffisamment bien pour le remarquer. Oui, bonne idée. Mais pas dans l'immédiat. Elle est très prise par le nouveau projet de fusion. Je me contentais d'acquiescer en la regardant se lever, mettre sa tasse de café dans le lave-vaisselle et prendre sa serviette. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine, un maquillage discret et le collier de perles que je lui avais offert pour notre 25e anniversaire de mariage. Elle était comme toujours la femme d'affaires accomplie, ma femme. Et pourtant, tout était différent. À ce soir, dit-elle en me donnant un baiser rapide sur la joue. Son parfum Chanel numéro 5, le même depuis 20 ans, m'enveloppa brièvement. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose du supermarché. La porte d'entrée claqua et je restai seul. La maison, autrefois notre refuge commun, me sembla soudain étrangère. Chaque objet semblait me fixer, chaque photo au mur me narguait. Là, Ike et moi à Paris, devant la tour Eiffel. Ici, avec les enfants sur la plage de la Baltique. Notre fils Tobias à son mariage, notre fille Léna à sa remise de diplôme. Une galerie de photos d'une vie qui semblait avoir été une illusion. Je me levai et me dirigeai vers le bureau. Le vieil ordinateur de bureau bourdonnait doucement lorsque je l'allumai. Ike ne l'utilisait presque plus depuis qu'elle avait son ordinateur portable professionnel et son smartphone. Mais peut-être y trouverais-je encore des traces. L'ordinateur s'alluma lentement. J'ouvris le navigateur et consultai l'historique de navigation. Rien de suspect. Puis je me rappelai que Ike consultait parfois ses emails ici lorsque son ordinateur portable n'était pas à portée de main. J'ouvris le logiciel de messagerie. Son mot de passe n'était plus notre date de mariage. Après 3 tentatives infructueuses, j'abandonnai. Elle l'avait changé. Quand? Et pourquoi? Je me suis adossé à ma chaise fixant l'écran. Qu'est-ce que je faisais au juste? Espionner ma femme comme un adolescent jaloux? Moi, Herbert Clam, ingénieur civil à la retraite, 62 ans, père de 2 enfants adultes, grand-père d'un petit-fils de 3 ans. Était-ce vraiment ma vie maintenant? Mon regard se posa sur la bibliothèque à côté du bureau. Parmi la littérature spécialisée et les romans se trouvait un mince classeur, nos relevés de compte. Ike s'était toujours occupé de nos finances, surtout depuis ma retraite. Je pris le classeur et commençai à le feuilleter. Les 3 derniers mois. Des dîners au restaurant que je ne connaissais pas. Un virement à un hôtel à Hambourg alors que Ike était censé être en formation continue. Plusieurs retraits de sommes importantes en espèces, sans explication apparente. Ma main tremblait alors que je tournais les pages. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'étaient des preuves. Des mensonges systématiques, des tromperies planifiées. Et moi, le mari crédule, je ne m'étais rendu compte de rien. Je pris mon smartphone et ouvris l'application de calendrier familial que nous utilisions depuis des années. Toutes ces émissions et formations continues des derniers mois y étaient répertoriées. Je commençai à comparer les dates avec les relevés de compte. Un schéma se dessina. Ces obligations professionnelles correspondaient exactement aux dépenses suspectes. Mon téléphone vibra. Un message de Léna, notre fille, « Salut papa, comment allez-vous? Vous êtes à la maison ce week-end? J'aimerais bien passer avec le petit Félix. » Je fixai le message. Que devais-je répondre? Devais-je faire comme si tout allait bien?
Ou devais-je dire à ma fille que sa mère menait une double vie? Bien sûr, ma chérie. Nous vous attendons avec impatience. Quand est-ce que vous arrivez? Je cliquai sur envoyer et posai le téléphone. Ce mensonge avait un goût amer dans ma bouche, mais que devais-je faire? Mettre notre famille en émoi avant même de savoir comment gérer moi-même cette situation? Le reste de la journée passa comme en transe. Comme promis, je suis allé faire les courses, arpentant les allées du supermarché, remplissant machinalement le chariot. Du café. Du pain. Du fromage. Du vin. Des achats ordinaires pour un couple ordinaire. L'absurdité de la situation m'a frappé de plein fouet alors que j'attendais à la caisse. De retour à la maison, j'ai rangé les courses, puis je me suis installé à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouvel onglet de recherche et j'ai tapé, hésitant, que faire en cas d'adultère? Le flot de résultats m'a submergé. Des avocats spécialisés dans les divorces. Des groupes d'entraide. Des conseillers psychologiques. Des détectives qui recueillent des preuves. Était-ce vraiment ça, ma vie désormais? J'ai cliqué sur un forum pour conjoints trompés. Les histoires qui y étaient racontées m'ont donné des frissons. Des hommes et des femmes qui avaient été bernés pendant des années. Certains avaient pardonné, d'autres s'étaient séparés. Quelques-uns relataient des actes de vengeance qu'ils avaient regrettés par la suite. Un témoignage a particulièrement attiré mon attention. Un homme de mon âge écrivait, « Après 40 ans de mariage, j'ai découvert que ma femme avait une liaison depuis 15 ans. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement, j'ai d'abord rassemblé toutes les preuves. Quand je l'ai finalement mise au pied du mur, elle n'a plus pu nier. Ce fut le moment le plus douloureux et en même temps le plus libérateur de ma vie. Rassembler des preuves. C'était logique. J'avais besoin d'être sûr, d'avoir des faits irréfutables avant de confronter Aik. Demain, c'était jeudi le jour où elle devait le rencontrer. C'était peut-être ma chance. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre. La nuit tombait déjà, les lampadaires de notre paisible rue de banlieue s'allumaient. Dans les maisons voisines, les lumières s'allumaient, les familles se réunissaient pour la soirée. Des vies normales, des journées normales. Mon regard s'est posé sur notre voiture dans l'allée, une Volkswagen Passat argentée, vieille de 5 ans. Aik prenait généralement le train pour aller travailler. Demain, je la suivrai. Je découvrirai où elle allait réellement et avec qui. Cette pensée me donnait la nausée. Étais-je vraiment prêt à espionner ma femme comme un détective privé? Mais quel était mon choix? Continuer à vivre dans l'incertitude? Accepter les mensonges? Le bruit d'une clé dans la serrure m'a tiré de mes pensées. Aik rentrait à la maison, plus tôt que prévu. J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé à maintenir la façade. Encore un jour. Juste un jour de plus, et je saurai à quoi m'en tenir. Le jeudi matin a commencé comme tous les autres. Aik s'est levé à 6h30, a pris une douche, s'est séché les cheveux et s'est habillée aujourd'hui, un élégant tailleur gris avec un chemisier rouge en dessous. Elle s'est maquillée plus soigneusement que d'habitude, a même mis du rouge à lèvres, ce qu'elle ne faisait normalement que pour des occasions spéciales. Tu es très chic, ai-je remarqué par-dessus le bord de ma tasse de café. Occasion spéciale? Un sourire fugace a effleuré son visage. Rendez-vous client. La nouvelle acquisition pour le groupe pharmaceutique dont je t'ai parlé. M'en avait-elle parlé? Je ne me souvenais pas. Mais je me suis contenté de hocher la tête et de la regarder manger à la hâte une tranche de pain grillé avant de faire son sac. Je dois y aller, mon train part dans 20 minutes, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à sa montre-bracelet et le cadeau que je lui avais offert pour ses 50 ans. N'attends pas pour le dîner. Je rentrerai tard ce soir. Vers quelle heure environ, ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix neutre. Elle haussa les épaules. Difficile à dire. On prévoit un dîner d'affaires après la réunion. Vers 21h peut-être? Je te tiens au courant. Un autre mensonge, prononcé avec une telle aisance, comme si elle me parlait de la météo. J'ai de nouveau hoché la tête et me suis levé pour l'accompagner à la porte, comme d'habitude. Sur le pas de la porte, elle m'a donné un baiser rapide. À plus tard. Passe une bonne journée. Toi aussi, ai-je répondu automatiquement. Bon succès pour ton rendez-vous client. Avait-elle remarqué la brève hésitation dans ma voix? Si c'était le cas, elle n'en a rien laissé paraître. Avec un dernier sourire, elle est sortie.
J'ai attendu d'être sûr qu'elle avait descendu la rue, puis j'ai pris ma veste et les clés de la voiture. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine tandis que je me dirigeais vers la voiture. Ce que j'étais sur le point de faire me semblait mal, indigne. Mais quelle était l'alternative? Continuer à vivre dans l'incertitude? Accepter les mensonges? J'ai conduit jusqu'à la gare et me suis garé à une certaine distance. De là, je pouvais bien voir l'entrée. Il n'a pas fallu longtemps avant que je ne repère Aik. Elle ne s'est pas dirigée vers le guichet pour acheter un billet, mais directement vers les quais. Elle avait donc un billet ou un abonnement mensuel. Je l'ai suivie à bonne distance. Elle a pris le train régional pour la gare centrale de Brême, et j'ai attendu qu'elle monte à bord avant de grimper dans un autre wagon. Pendant les 20 minutes du trajet, j'ai essayé de remettre de l'ordre dans mes pensées. Que ferais-je si je la voyais avec lui? Devais-je la confronter? Ou me replier et lui parler plus tard? À la gare centrale, je l'ai suivie à travers la foule. Elle se dirigeait d'un pas décidé vers la sortie, puis a remonté la rue en direction du centre-ville. J'ai gardé mes distances, me cachant derrière les autres passants. Elle a tourné dans une rue latérale et est entrée dans un café le Café O.A.M. Markt, un établissement élégant avec une terrasse et de grandes fenêtres. Je suis resté sur le trottoir d'en face, à moitié caché dans une entrée d'immeuble. De là, je pouvais voir l'intérieur du café. Aik s'est assise à une table près de la fenêtre et a sorti son smartphone. Elle jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, attendant manifestement quelqu'un. 10 minutes ont passé. Puis un homme est entré dans le café. Grand, les cheveux bruns, élégamment vêtu d'un costume sur mesure. Il a regardé autour de lui, a aperçu Aik et un sourire a illuminé son visage. C'était le même homme que j'avais vu sur la photo dans son téléphone. Mon estomac s'est noué en le voyant s'asseoir à côté d'elle. Il s'est penché et l'a embrassée au pas sur la joue, comme un partenaire commercial, mais sur la bouche. Un baiser court, mais familier. La main de Aik a caressé sa joue, un geste intime que je connaissais trop bien. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais je voyais ses rires, ses gestes animés. Elle avait l'air heureuse. Plus jeune, en quelque sorte, plus énergique. Elle n'avait plus interagi ainsi avec moi depuis longtemps. La vérité m'a frappé de plein fouet, ma femme aimait cet homme. Ce n'était pas une aventure passagère, une escapade de crise de la quarantaine. C'était sérieux. J'ai sorti mon smartphone de ma poche et j'ai pris quelques photos d'eux. Mes mains tremblaient tellement que les premières images étaient floues. J'ai fini par réussir une photo nette Aik et son amant, se tenant la main au-dessus de la table du café, plongés dans une conversation. En rangeant le téléphone, j'ai remarqué un message non lu. De Aik, il y a 20 minutes, la réunion se passe bien. Je te recontactais plus tard. L'audace de ce mensonge, alors qu'elle était à quelques mètres de moi, assise avec son amant, me donna presque envie de rire. Un rire amer, désespéré, que je dus réprimer. Après une demi-heure environ, ils se sont levés. L'homme a payé, puis ils ont quitté le café ensemble. Je les ai suivis à distance respectable. Ils ont marché dans la rue, sa main posée légèrement sur le bas de son dos, un geste possessif qui me remplissait de rage. Ils ont tourné dans une autre rue latérale et sont entrés dans un hôtel le Stadthotel Bremen, un établissement 4 étoiles discret mais élégant. Je suis resté dehors, incapable d'aller plus loin. Je savais ce qui allait se passer là-bas. Je n'avais pas besoin de le voir. Pendant un moment, je suis resté figé sur le trottoir. Les gens défilaient devant moi, un jeudi matin animé au centre-ville. Personne ne prêtait attention au vieil homme qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. Lentement, je me suis mis en mouvement, m'éloignant de l'hôtel, retournant à la gare. Ma tête était étrangement vide, comme si mon cerveau s'était déconnecté pour me protéger de la douleur. Dans le train du retour, j'ai regardé par la fenêtre le paysage qui défilait. Des champs, des forêts, de petits villages. Le monde continuait de tourner, tandis que le mien s'écroulait. Une fois rentré chez moi, je suis allé directement dans mon bureau et me suis assis devant l'ordinateur. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper. Toutes les preuves que j'avais recueillies. Les SMS. Les relevés de comptes suspects. Les photos d'aujourd'hui. J'ai tout documenté, systématiquement et minutieusement, comme je le faisais dans ma vie professionnelle pour des projets de construction complexes. Quand j'ai eu fini, j'ai imprimé le document et je l'ai mis, avec les photos imprimées, dans une enveloppe. Puis je me suis assis dans le salon et j'ai attendu.
Les heures passaient terriblement lentement. J'ai essayé de lire, de regarder la télévision, de me changer les idées, mais rien ne fonctionnait. Mes pensées tournaient sans cesse autour de la même image, Eik et cet homme, se tenant la main au café, se dirigeant vers l'hôtel. À 19h30, mon téléphone a vibré. Un message de Eik, la réunion se prolonge. Je serai à la maison vers 22h. Mange sans moi. Je n'ai pas répondu. Que aurais-je dû dire? À 21h45, j'ai entendu la clé dans la serrure. Des pas dans le couloir, le bruit d'un sac posé. Puis Eik est entré dans le salon. Herbert? Pourquoi es-tu assis dans le noir? Je n'avais même pas remarqué que le crépuscule était tombé. J'ai allumé le lampadaire à côté de mon fauteuil. Comment s'est passée ta journée? Demandai-je calmement. Elle a haussé les épaules et s'est assise en face de moi sur le canapé. Fatigante. Ces réunions s'éternisent toujours autant. Et le repas après? Il était bon? Un bref hésitation. Oui, tout va bien. Rien de spécial. J'ai hoché la tête lentement. Et comment s'appelle-t-il? Ses yeux se sont écarquillés. Qui? L'homme avec qui tu étais aujourd'hui au café du marché. L'homme avec qui tu es allé ensuite à l'hôtel de ville. Toute couleur a disparu de son visage. Herbert, je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de mentir, Eik. Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles, dure et froide. J'étais là. Je vous ai vu. Tu m'as suivi? Sa voix oscillait entre incrédulité et indignation. Après avoir lu les messages sur ton téléphone. De Bernd Bureau au point. J'ai presque craché le nom. Est-ce que c'est seulement son vrai nom? Elle me fixait, muette, prise au piège. Puis elle s'est effondrée sur elle-même, comme si on lui avait retiré l'air des poumons. Il s'appelle Bernd Krüger, dit-elle doucement. Il est directeur des ventes chez Pharmanor. Ça dure depuis combien de temps? Elle hésita. 7 mois. 7 mois. Plus de 6 mois de mensonges, de cachotterie, de trahison. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de contrôler ma respiration. Tu l'aimes? La question flottait entre nous dans l'air, lourde et inéluctable. Eik baissa les yeux sur ses mains, qui reposaient sur ses genoux. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement. C'est différent avec lui. Excitant. Il me fait rire, me fait me sentir jeune. Chaque mot était comme un coup de couteau. Est-ce que je ne l'avais pas fait rire? Est-ce que je l'avais fait se sentir vieille? Et nous, demandai-je. Notre mariage? Nos 32 années ensemble? Elle leva enfin les yeux, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Herbert. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste, Eik. Tu as pris des décisions. Chaque jour, pendant 7 mois. Tu as décidé de me mentir, de me tromper, de me trahir. Elle se mit à pleurer, des sanglots discrets qui secouaient son corps. Une partie de moi voulait aller vers elle, la consoler, comme je l'avais toujours fait quand elle pleurait. Mais cette partie était maintenant enfouie au fond de moi, étouffée par la douleur et la colère. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Finit-elle par demander. Une bonne question. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais imaginé cette confrontation, mais pas ce qui allait suivre. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je sais seulement que je ne peux pas dormir avec toi sous le même toit ce soir. Je me suis levé, suis allé vers la porte et ai pris ma veste au crochet. Herbert, attends. Elle se leva d'un bond, la panique dans la voix. Où vas-tu? Il faut qu'on parle. Pas maintenant, dis-je, fatigué. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais... Eik. Je me suis retourné vers elle, les regarder droit dans les yeux, mouillés de larmes. Tu as eu 7 mois pour réfléchir. Laisse-moi au moins une nuit. Sur ces mots, je suis sorti de la maison, je suis monté dans ma voiture et je suis parti, sans savoir où aller. J'ai passé la nuit dans un hôtel d'autoroute anonyme à la périphérie de la ville. Une chambre propre et fonctionnelle avec un lit, un bureau et une télévision que je n'ai pas allumée. Je suis resté éveillé, fixant le plafond et essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. J'avais éteint mon téléphone après qu'Eik ait essayé de m'appeler plusieurs fois. Je n'étais pas prêt à lui parler. Pas maintenant, alors que les blessures étaient si fraîches. Au lever du jour, je me suis levé,
j'ai pris une douche et je me suis habillé toujours avec les mêmes vêtements que la veille. Je me sentais étrangement détaché, comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre. Au petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, je me suis forcé à manger quelque chose, bien que je n'ai pas faim. Une jeune serveuse avec un sourire amical m'a apporté du café. « Mauvaise nuit » me demanda-t-elle avec compassion. Je devais avoir l'air terrible. « Oui » répondis-je sèchement. « Problème d'affaires. » Elle hocha la tête avec compréhension et me laissa tranquille. Problème d'affaires, une excuse commode. Plus facile que d'expliquer que ma femme me trompait, que ma vie était en miettes. Après le petit déjeuner, j'ai rallumé mon téléphone. Immédiatement, les notifications sont apparues, 12 appels manqués d'Eik. 5 messages vocaux. 7 SMS oscillant entre inquiétude, remords et désespoir. Le dernier, de ce matin à 6h23, Herbert, s'il te plaît, donne-moi des nouvelles. Il faut qu'on parle. Je me suis mise en arrêt maladie. Rentre à la maison. Elle s'était mise en arrêt maladie. C'était inhabituel. Eik était fière du fait qu'elle avait rarement manqué une journée de travail de toute sa carrière. Un autre appel est arrivé au nom pas d'Eik, mais de Lena, notre fille. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Papa? Dieu merci. Où es-tu? Maman est complètement anéantie. Sa voix sonnait inquiète, presque paniquée. Est-ce qu'Eik lui avait raconté ce qui s'était passé? Je vais bien, Lena, dis-je calmement. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour moi. Du temps pour toi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman ne fait que pleurer et dit qu'elle a tout gâché. Que s'est-il passé? Eik ne lui avait donc pas dit la vérité. J'ai soupiré. C'est compliqué, ma chérie. Ta mère et moi, nous avons des problèmes. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, prudemment, quel genre de problème? Comment expliquer à ma fille que sa mère me trompait? Que le mariage dans lequel elle avait grandi était peut-être en train de s'effondrer? Des choses dont ta mère et moi devons d'abord parler, ai-je répondu évasivement. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter? Papa, maman a l'air d'être au bord de la crise de nerfs. Et toi, tu dors soudainement ailleurs. Bien sûr que je m'inquiète. J'ai frotté mes yeux. Lena avait raison. Elle n'était plus une adolescente, mais une femme adulte avec sa propre famille. Elle méritait l'honnêteté. Ta mère a une liaison, ai-je finalement dit. Les mots m'ont fait mal en les prononçant. Je l'ai découvert hier. Silence à l'autre bout du fil. Si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Lena? Tu es toujours là. Oui, répondit sa voix, à présent plus faible. Ce n'est pas possible. Maman ne ferait jamais une chose pareille. J'aimerais que tu aies raison. Tu es sûr? Peut-être que c'est un malentendu. Pas de malentendu. J'ai des preuves. Et elle l'a avoué. À nouveau, le silence. Puis, un sanglot étouffé. Oh mon Dieu, papa. Je suis tellement désolé. Moi aussi, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La question que je me posais moi-même depuis toute la nuit. Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir. Tu rentres à la maison? Est-ce que je dois venir chez vous? Non, dis-je rapidement. S'il te plaît, non. Ta mère et moi devons régler ça entre nous. Je vais rentrer à la maison et lui parler. Promets-moi que tu appelleras si tu as besoin de quoi que ce soit. Peu importe quoi, peu importe quand. Promis. Après la conversation, je suis resté assis un moment à la table du petit déjeuner. Maintenant, Lena était au courant. Bientôt, elle le dirait à Tobias, notre fils. La nouvelle se répandrait dans la famille comme une traînée de poudre. Cette pensée me fit frissonner. Finalement, je me suis levé, j'ai payé ma chambre et je suis rentré chez moi. Pendant le trajet, j'ai essayé de me préparer à la conversation à venir. Qu'est-ce que je voulais entendre d'Eik? Qu'est-ce que j'allais lui dire? Voulais-je sauver notre mariage? Pouvais-je encore lui faire confiance? En arrivant dans notre rue, j'ai vu la voiture d'Eik dans l'allée. Elle était donc bien restée à la maison. Je me suis garé derrière elle, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. La maison était silencieuse quand je suis entré. Eik, ai-je appelé. Ici,
répondit sa voix depuis le salon. Elle était assise sur le canapé, enveloppée dans un peignoir, les cheveux en désordre, le visage pâle et bouffi à force de pleurer. Devant elle, sur la table basse, une tasse de thé, intacte et refroidie. Elle avait l'air d'avoir aussi peu dormi que moi. « Tu es revenu » dit-elle doucement. J'ai acquiescé et me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, celui-là même où j'étais assis la veille au soir, quand je l'avais confrontée. J'avais l'impression que des années s'étaient écoulées. « Léna a appelé » ai-je dit. Elle était inquiète. Eik ferma brièvement les yeux. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité. Que tu as une liaison. » Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. « Herbert ?» Elle l'aurait appris tôt ou tard. Mieux par moi que par des rumeurs. Elle acquiesça lentement, les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Tellement, infiniment désolée. Je la contemplais, cette femme que je connaissais depuis plus de 3 décennies, avec qui j'avais élevé des enfants, avec qui je voulais vieillir. Maintenant, je voyais une étrangère. Pourquoi, ai-je finalement demandé. La question qui m'avait tourmenté toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu n'as rien fait de mal, dit-elle rapidement. Ce n'était pas de ta faute. Alors de quoi? Notre mariage était-il si terrible? Étais-je un mari si épouvantable? Non. Elle secoua violemment la tête. Tu es un homme merveilleux, Herbert. Un bon mari, un père aimant. Alors je ne comprends pas. Elle fixait ses mains. Moi non plus, avoua-t-elle. Ça a commencé lors de cette conférence commerciale à Hambourg. Bernd et moi avons été affectés au même groupe de travail. Il était charmant, attentionné, intéressé par mes idées. Après les séances, nous avons pris un verre, nous avons parlé. C'était juste amical, au début. Je restais silencieux, la laissant raconter. Une fois la conférence terminée, nous sommes restés en contact. Des emails, des SMS. Puis nous nous sommes retrouvés pour déjeuner quand il était à Brême pour affaires. C'était excitant. Différent. Je me suis sentie à nouveau jeune, désirée, vivante. Chaque mot était un coup de poignard. Ne la désirais-je pas? Ne l'avais-je pas rendue vivante? Après quelques semaines, c'est devenu « plus ». Elle déglutit difficilement. Je savais que c'était mal. Je voulais arrêter, vraiment. Mais après, c'était comme une addiction. Je ne pouvais plus m'arrêter. 7 mois, dis-je d'un ton neutre. 7 mois de mensonges. Elle acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Je me disais chaque jour que ce serait la dernière fois. Que j'allais arrêter. Mais ensuite, un message de lui arrivait et j'étais de nouveau faible. Et maintenant? Je me penchai en avant. Que veux-tu maintenant, Eik? Elle me regarda, le désespoir dans les yeux. Je veux sauver notre mariage, Herbert. Je veux que tu me pardonnes. Je ne le reverrai plus jamais, je te le jure. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Je la fixais, cherchant sur son visage, oui, cherchant quoi, au juste? De la sincérité? La femme que j'avais épousée. Est-ce que tu l'aimes? Demandai-je de nouveau. Elle hésita, juste un instant, mais suffisamment long. Non, dit-elle finalement. Ce n'était qu'une distraction. Une évasion. Je t'aime, Herbert. Je ne t'ai jamais aimé que toi. La croyais-je? Pouvais-je la croire, après tous ces mensonges? Je ne sais pas si je peux te pardonner, dis-je honnêtement. Je ne sais même pas si j'en ai envie. S'il te plaît, implora-t-elle. Donne-moi une chance. Donne-nous une chance. 32 ans, Herbert. On ne jette pas ça comme ça. C'est toi qui l'as jeté, rétorquai-je amèrement. Avec chaque mensonge, avec chaque rendez-vous secret. Elle baissa la tête, acceptant le reproche. Oui, murmura-t-elle. Et je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Dehors, c'était une journée de printemps parfaite, ensoleillée et douce. Les enfants des voisins jouaient dans la rue, un couple de personnes âgées se promenait main dans la main. La vie normale continuait, tandis que la mienne était en ruine. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Bien sûr, dit-elle rapidement.
Tout le temps dont tu as besoin. Je me retournai vers elle. Et une honnêteté totale. Plus de secrets. Je veux tout savoir quand vous vous êtes rencontrés, ce que vous avez fait, ce que vous vous êtes dit. Elle pâlit. Tout. Tout. Si nous devons avoir la moindre chance, je dois pouvoir te faire confiance à nouveau. Et je ne peux le faire qu'en connaissant toute la vérité. Elle déglutit difficilement, puis acquiesça. D'accord. Je vais tout te raconter. Et tu ne le reverras plus jamais. Plus de contact, sous aucune forme que ce soit. Je le jure. J'acquiesçai lentement. Je vais aller chez Tobias pendant quelques jours. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Tobias? Elle parut effrayée. Est-ce qu'il sait? Pas encore. Mais il le saura, tôt ou tard. Nos enfants sont adultes, Eik. Ils devront faire avec, comme nous. Elle acquiesça avec résignation. Quand pars-tu? Cet après-midi. Je vais faire mes bagages. Combien de temps vas-tu t'absenter? Je ne sais pas. Quelques jours, peut-être une semaine. Elle eut l'air de vouloir protester, puis se contenta d'acquiescer. Je comprends. Je la dépassai en direction de la chambre à coucher, puis m'arrêtai encore une fois. Une dernière question, dis-je. Est-ce que tu le regretterais si je ne l'avais pas découvert? Si tu t'en étais tiré? Elle me regarda, les larmes aux yeux. Je le regrette déjà, dit-elle doucement. Chaque jour, chaque minute. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, et je la regretterai pour le reste de mes jours. J'acquiesçai lentement, incertain de pouvoir la croire. Puis j'allai dans la chambre à coucher pour faire mes valises. Notre fils Tobias vivait avec sa femme Katharina et leur fils Félix, âgé de 3 ans, dans une ferme rénovée à la périphérie d'Oldenburg, à environ 1 heure de route de Brême. Lorsque je suis arrivé, il était visiblement surpris, bien que je l'ai prévenu. « Papa » dit-il en me serrant fort dans ses bras. « Entre. » Tobias, 31 ans, me ressemblait plus qu'à sa mère, pas seulement extérieurement, avec la même mâchoire anguleuse et les mêmes yeux enfoncés, mais aussi dans son essence, calme, réfléchi, parfois trop renfermé. Il travaillait comme architecte, avait hérité du sens des affaires de Eik, mais de mon amour pour la construction et la création. Léna a appelé, dit-il, alors que nous étions assis dans son salon. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Je me contentais d'acquiescer. Bien sûr, elle l'avait fait. Les frères et sœurs étaient très proches. Je n'arrive toujours pas à y croire, poursuivit Tobias. Maman, une liaison? Moi non plus, admis-je. Et pourtant, c'est vrai. Comment vas-tu? Une question simple, si difficile à répondre. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. En colère. Blessé. Confus. Tout à la fois. Il acquiesça avec compréhension. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. La chambre d'amis est libre. Merci. Juste quelques jours, le temps de savoir ce que je vais faire. À ce moment-là, Katharina entra, le petit Félix dans les bras. Mon petit-fils rayonnait en me voyant. Papy, s'écria-t-il en tendant les bras vers moi. Je le pris sur mes genoux, reconnaissant de cette distraction. Salut, mon bonhomme. Comment vas-tu? Pendant que Félix me racontait avec enthousiasme son nouveau tracteur jouet, Tobias et Katharina échangeaient des regards. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils n'insistèrent pas. La soirée se déroula tranquillement. Nous avons dîné ensemble, joué avec Félix jusqu'à l'heure du coucher. Ce n'est que lorsque le petit dormait et que nous étions tous les trois seuls à la table de la cuisine que la conversation revint sur Eik. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Katharina doucement. C'était une femme chaleureuse, dotée d'un bon sens pratique, une institutrice qui savait écouter. Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Une partie de moi veut sauver le mariage où on ne jette pas 32 ans comme ça. Mais une autre partie se demande si tu pourras jamais te fier à elle à nouveau, termina Tobias à ma place. J'acquiesçai. Exactement. Qu'est-ce que maman en dit, demanda-t-il. Elle veut sauver le mariage. Elle dit qu'elle regrette tout et qu'elle coupera les ponts avec cet homme. Tu la crois? Une bonne question. Je ne sais pas quoi croire. Elle m'a menti pendant des mois. Comment puis-je être sûr qu'elle dit la vérité maintenant? Tobias se pencha en arrière, le front plissé de réflexion.
Tu sais, papa, en tant qu'architecte, j'apprends qu'il faut parfois démolir un bâtiment pour en construire un nouveau. Mais parfois, on peut aussi rénover, conserver la structure de base et quand même créer quelque chose de mieux. Et d'après toi, que devrais-je faire dans ce cas, demandai-je. Il secoua la tête. Ça, il n'y a que toi qui peux le décider. Mais quoi que tu fasses, nous sommes derrière toi. Katharina acquiesça en signe d'approbation. Absolument. Tu seras toujours le bienvenu ici, Herbert. Leur soutien me réchauffa le cœur, mais cela ne me déchargeait pas de prendre la décision. Ce fardeau, je devais le porter seul. Cette nuit-là, je suis resté longtemps éveillé dans la chambre d'amis. Mon téléphone affichait plusieurs appels manqués et messages d'Ake. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Le lendemain matin, pendant que Tobias était au travail et que Katharina emmenait Félix chez le pédiatre, je m'assis sur la terrasse de la ferme avec une tasse de café. L'air de la campagne était frais, le ciel clair. Au loin, je pouvais voir des champs et des forêts, une scène paisible qui contrastait fortement avec mon bouleversement intérieur. Mon téléphone sonna. Ike. Après une brève hésitation, je décrochai. Herbert? Sa voix était tendue, pleine d'espoir. Merci d'avoir répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je d'un ton neutre. Je voulais juste savoir comment tu allais. Tu es bien arrivé chez Tobias? Oui. Un silence. Herbert, tu me manques. La maison est si vide sans toi. Je restai silencieux. Que devais-je répondre à cela? J'ai réfléchi, continua-t-elle. À nous, à tout. Je veux que tu saches que je suis prête à tout faire pour regagner ta confiance. Tout. Tu lui as parlé, demandai-je. Tu lui as dit que c'était fini? Une courte pause. Oui. Je lui ai envoyé un email hier. Un email? Je ne pus cacher le scepticisme dans ma voix. Même pas un appel? Je pensais qu'il valait mieux ne pas avoir de contact direct. Cela semblait raisonnable, et pourtant? Je peux voir l'email? Quoi? Elle sembla surprise. L'email. Envoie-le-moi. Je veux lire ce que tu lui as écrit. De nouveau, une pause. Herbert, c'est privé. Privé? Je ris amèrement. Après tout ce qui s'est passé, tu invoques le droit à la vie privée. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle à la hâte. C'est juste que, il y a des choses personnelles dans l'email. C'est précisément ce que je veux lire. Si tu es vraiment prête à tout faire pour regagner ma confiance, alors commence par ça. Elle soupira. D'accord. Je te l'envoie. Merci. Un silence gênant s'installa. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Demanda-t-elle finalement. Je ne sais pas encore. Herbert, s'il te plaît. Je le supporte à peine. L'incertitude, la culpabilité. Je n'arrive pas à manger, à dormir. Tu sais, l'interrompis-je, moi non plus, je n'arrivais pas à manger ni à dormir. Pendant des mois. Je ne savais juste pas pourquoi. Je pensais que c'était à cause de ma retraite, du changement. Mais c'était la tension que je ressentais. L'éloignement entre nous. Les mensonges qui flottaient dans l'air. Elle se mit à pleurer, de silencieux sanglots à l'autre bout du fil. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Moi aussi, dis-je en raccrochant. 10 minutes plus tard, un email d'elle arriva. L'objet était « TR, fin ». Je l'ouvris le cœur battant. L'email transféré était court et factuel. Bernd. Ce qu'il y avait entre nous doit prendre fin. Mon mari a tout découvert. J'ai fait une terrible erreur et je dois maintenant essayer de sauver mon mariage. Merci de ne plus me contacter. Je ne répondrai pas. Ike. Aucune émotion, aucune explication, aucune excuse. Juste un message lapidaire, presque professionnel. Était-ce le message de quelqu'un qui mettait fin à une liaison passionnée? Ou était-ce une formulation arrangée pour mes yeux? Je fixai l'écran de mon smartphone, me demandant s'il y avait d'autres emails qu'elle ne m'avait pas montrés. Si elle et Bernd avaient peut-être d'autres moyens de communication dont j'ignorais l'existence. La méfiance me rongeait. Avait-elle vraiment rompu? Ou jouait-elle la comédie pour moi? J'ai appelé Lena. Elle a répondu immédiatement. Papa.
comment vas-tu? Ça va, dis-je. Je suis chez Tobias. Je sais. On a parlé hier au téléphone. Il dit que tu as l'air perdu. C'était assez juste. Léna, j'ai besoin de tes conseils. Ta mère dit qu'elle veut sauver le mariage. Elle m'a transféré un email dans lequel elle rompt avec ce type. Mais c'est tellement bref, tellement froid. Peut-être qu'elle ne voulait pas trop écrire, sachant que tu allais le lire, a suggéré Léna. Possible. Ou alors elle lui a dit davantage par un autre moyen. Papa, dit Léna doucement, il faut que tu décides si tu veux lui donner une chance. Si oui, il faudra bien que tu commences par lui faire confiance. Sinon, c'est fini. Si simple et pourtant si difficile. Je ne sais pas si j'en suis capable, Léna. Je ne sais pas si je pourrai jamais repasser cette porte sans me demander si elle me dit la vérité. Peut-être que vous avez besoin d'une aide professionnelle. Une thérapie de couple, ou quelque chose comme ça. J'y avais déjà pensé. Peut-être. Quoi que tu décides, papa, Tobias et moi, on est là pour toi. Tu le sais, hein? Oui, dis-je, touché par le soutien de mes enfants. Je le sais. Merci, ma chérie. Après avoir parlé à Léna, j'ai marché dans le jardin, en réfléchissant. Le soleil était haut dans le ciel, il était presque midi. Dans notre maison à Brême, Eik serait normalement assise dans son bureau, à participer à des vidéoconférences, à répondre à des emails. Ou s'était-elle encore mise en arrêt maladie? Était-elle assise seule dans notre maison, en train de penser à moi? Ou à lui? J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à son email. Le message est très laconique. Avez-vous communiqué par d'autres moyens? A-t-il répondu? Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Non, c'était tout. Il n'a pas répondu. J'ai bloqué son numéro et je l'ai supprimé de mes contacts. La croyais-je? Pouvais-je la croire? Un autre message de sa part a suivi. Herbert, je sais que tu ne me fais pas confiance. Je comprends ça. Mais je te jure sur tout ce qui est sacré pour moi ou sur nos enfants, sur notre petit enfant que c'est fini. Je ne veux que toi, que sauver notre mariage. De belles paroles. Mais les paroles ne coûtent rien. Seuls les actes comptent. J'ai répondu. Quand je rentrerai à la maison, je veux voir toutes les preuves. Ton téléphone portable, ton ordinateur, tes emails. Tout. Et je veux entendre toute l'histoire. Chaque détail. Sa réponse est arrivée une minute plus tard. Tout. Je te le promets. J'ai rangé mon téléphone et j'ai continué ma promenade. La décision m'appartenait. Pouvais-je lui pardonner? Voulais-je essayer? Ou valait-il mieux tirer un trait, recommencer à zéro seul, à 62 ans? Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, sans aboutir à une conclusion. J'avais besoin de plus de temps. Plus de clarté. Plus de certitude. Le soir, une fois Félix couché et de nouveau tous les trois assis à la table de la cuisine, j'ai parlé à Tobias et Katharina de mes réflexions. Je pense que je vais rentrer à la maison demain, dis-je. Je dois lui parler, tout mettre au clair. Tu es sûr? Demanda Tobias, inquiet. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je sais. Et je vous remercie tous les deux. Mais je ne peux pas fuir éternellement. Je dois faire face à la situation, prendre une décision. Katharina posa sa main sur la mienne. Quoi que tu décides, Herbert, il faut que ce soit juste pour toi. Pas pour Eik, pas pour les enfants, pas pour qui que ce soit d'autre. Pour toi. Ces paroles me frappèrent. À quand remontait la dernière fois que j'avais décidé quelque chose uniquement pour moi? Toute ma vie, j'avais assumé des responsabilités ou pour ma famille, mon travail, mes employés. J'avais toujours essayé de faire ce qui était juste pour tout le monde. Peut-être était-il temps de penser à moi. Merci, dis-je à Katharina. Je le ferai. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise et je me suis préparé à rentrer chez moi. Tobias me prit à part avant que je ne parte. Papa, je voulais encore te dire quelque chose, commença-t-il en hésitant. À propos de maman. Je le regardais, interrogateur. Quand j'avais 17 ans, je l'ai vue une fois avec un homme. Dans un café du centre-ville. Elle lui tenait la main, et ils avaient l'air très proches. Mon cœur a raté un battement. Quoi?
Tobias a hoché la tête, le visage grave. Je ne lui en ai jamais parlé. Je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Et je ne voulais pas détruire notre famille. Pourquoi tu me dis ça maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Parce que tu mérites la vérité. Toute la vérité. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je ne crois pas que ce soit sa première aventure, papa. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pas sa première aventure. Eik m'avait-elle déjà trompé auparavant? Toute notre vie commune n'avait-elle été qu'un mensonge? Merci de ton honnêteté, ai-je fini par dire. Ça m'aide à prendre une décision. Tobias m'a serré fort dans ses bras. Prends soin de toi, papa. Le cœur lourd, je suis monté dans la voiture et suis rentré à Brême, retrouver Eik, retrouver un mariage qui était peut-être brisé depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Le trajet de retour vers Brême s'est déroulé comme dans un état second. Les mots de Tobias résonnaient dans ma tête. Pas sa première aventure. Pas sa première aventure. Eik m'avait-elle trompé pendant des décennies? Avais-je été si aveugle? Je me suis garé devant notre maison et suis resté un moment dans la voiture. Il était tôt dans l'après-midi, le soleil brillait, une parfaite journée de printemps. Dans notre jardin de devant, les tulipes que nous avions plantées ensemble l'automne dernier étaient en fleurs. Une image de normalité qui contrastait cruellement avec mon bouleversement intérieur. Finalement, j'ai pris mon sac et suis descendu. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Eik était là, pâle, avec des cernes sous les yeux, mais s'efforçant d'esquisser un sourire. « Tu es rentré ?» a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête et suis entré. La maison sentait le gâteau fraîchement cuit, la spécialité de Eik, un gâteau aux pommes selon la recette de sa grand-mère. Sa façon de faire des offres de paix. « Je pensais que tu ne reviendrais peut-être que demain », a-t-elle dit en me suivant dans le salon. J'aurais rangé. La maison était d'une propreté impeccable, comme toujours. Eik avait toujours été très ordonnée, surtout quand elle était nerveuse. Elle avait probablement passé les derniers jours à nettoyer chaque recoin pour se distraire. « Il faut qu'on parle », ai-je dit en posant mon sac. Elle a hoché la tête, les mains croisées devant elle. « Oui. Bien sûr. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Eik m'a proposé du café, ce que j'ai refusé. Je voulais garder la tête claire. « Tu as dit que tu me montrerais tout », ai-je commencé. « Ton téléphone, ton ordinateur, tes emails. » Oui. Elle a pris une profonde inspiration et s'est levée. Je vais tout chercher. Elle est revenue avec son smartphone, son ordinateur portable et une pile de mails imprimés. Voilà, a-t-elle dit en posant tout devant moi sur la table. Tous les mots de passe sont sur ce papier. J'ai pris le téléphone et ai fait défiler ses messages. Le contact Bernd Bureau avait été supprimé. J'ai vérifié ses journaux d'appel, ses emails, ses comptes de médias sociaux. Tout semblait propre, trop propre. Tu as tout effacé, ai-je constaté. Elle a hoché la tête. Oui. Je voulais effacer toute trace de lui de ma vie. Mais je t'ai imprimé les emails les plus importants pour que tu puisses les lire. J'ai pris la pile de papier. Les emails montraient sa correspondance avec Bernd, des échanges professionnels à des messages de plus en plus personnels. Le dernier était l'email d'adieu qu'elle m'avait déjà montré. C'est tout, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit fermement. Tout ce qui le concernait. J'ai posé les papiers de côté et les regardé droit dans les yeux. Tobias m'a raconté quelque chose, ai-je dit ensuite. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Il t'a vu, il y a 15 ans. Dans un café, avec un homme. Tu lui tenais la main. Toute couleur a déserté son visage. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de parler. C'était aussi une aventure, ai-je demandé calmement. Elle a dégluti difficilement. Herbert? La vérité, Eik. Tu as promis l'honnêteté. Elle a baissé les yeux, ses mains tremblaient. Oui, a-t-elle fini par murmurer. C'était une aventure. Même si je m'y attendais, la confirmation m'a frappé comme un coup de poing. Combien de temps? 3 mois. Sa voix était à peine audible. C'était une période difficile pour nous. Tu étais tellement occupé avec ce grand projet à Hambourg, tu ne rentrais que le week-end. Je me sentais seul, négligé. Et ça justifie la tromperie? Non,
a-t-elle dit rapidement. Bien sûr que non. Il n'y a aucune justification. J'étais faible, stupide, égoïste. Qui était-ce? Elle a hésité. Un collègue. Il a quitté l'entreprise peu de temps après. À cause de toi. En partie. J'ai mis fin à la liaison quand j'ai réalisé à quel point il s'attachait émotionnellement à moi. Il voulait plus, il voulait que je te quitte. J'ai ri amèrement. Et tu ne voulais pas? Non. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais voulu te quitter, Herbert. Jamais. J'ai fait une erreur terrible. Mais je t'ai toujours aimé. Y en a-t-il eu d'autres, demandai-je, bien que je redoutasse la réponse. Elle resta longtemps silencieuse, trop longtemps. Finit-elle par dire. Il y a 8 ans. Cela n'a duré que quelques semaines. Ces révélations me frappèrent comme des coups de marteau. Mon mariage, que je croyais solide et fidèle, était en réalité truffé de tromperies et de mensonges. Pourquoi, demandai-je, la voix brisée. Étais-je un si mauvais mari? Non, dit-elle avec insistance. Tu es un homme merveilleux, Herbert. Cela n'a jamais été de ta faute. C'était moi. Mes faiblesses, mes insécurités. Insécurité? J'avais du mal à y croire. Eik, la femme d'affaires accomplie, la mère pleine d'assurance, la partenaire forte insécure? Elle acquiesça. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Pas assez attirante, pas assez intéressante. Quand ces hommes me portaient de l'attention, je me sentais confirmé. Désiré. C'était comme une drogue. Je la fixais, cette femme que je pensais connaître. Cette étrangère qui partageait ma vie. 3 fois, dis-je d'un ton monocorde. Tu m'as trompé 3 fois. Du moins, que je sache. Elle tressaillit. Seulement 3 fois. Je te le jure. Et à chaque fois, tu es revenu. À chaque fois, tu as choisi de rester avec moi. Pourquoi? Parce que je t'aime, dit-elle simplement. Parce que tu es mon chez-moi, ma sécurité, mon roc. Ces aventures n'étaient jamais réelles. C'étaient des fantasmes, des fuites de la réalité. Mais toi, Herbert, tu es réel. Tu es ma vie. Je me levai, allai vers la fenêtre. Dehors, les enfants des voisins jouaient, insouciants et joyeux. Autrefois, Tobias et Lena avaient été comme ça. Autrefois, j'avais cru avoir une famille heureuse. Je ne sais pas si j'en suis capable, Eik, dis-je finalement. Je ne sais pas si je peux vivre avec la connaissance que notre mariage était bâti sur des mensonges. Tout n'était pas un mensonge, dit-elle désespérément. Les bons moments, l'amour, les enfants, tout cela était réel. L'était-ce vraiment? Je me retournai vers elle. Ou est-ce que je me suis juste imaginé ça, parce que je voulais tellement croire en notre mariage? Elle se leva, vint vers moi. C'était réel, dit-elle fermement. Et ça l'est toujours. Je t'aime, Herbert. J'ai fait des erreurs terribles, des erreurs impardonnables. Mais mon amour pour toi a toujours été réel. Je plongeai mon regard dans le sien, à la recherche de la vérité. La croyais-je? Pouvais-je la croire, après tout ce que j'avais appris? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Elle acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. Bien sûr. Tout le temps dont tu as besoin. Je vais dormir dans la chambre d'amis, poursuivis-je. Et je pense que nous devrions faire appel à une aide professionnelle. Une thérapie de couple. L'espoir brilla dans ses yeux. Oui. Oui, ce serait bien. Cela ne veut pas dire que j'ai décidé de rester avec toi, clarifiai-je. Cela veut seulement dire que je veux essayer, trouver un chemin quel qu'il soit. Je comprends, dit-elle doucement. Merci, Herbert. Merci de seulement envisager de me pardonner. Je me contentai d'acquiescer et pris mon sac. Je vais dans la chambre d'amis maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Elle me laissa partir sans protester. En montant l'escalier, je me sentais étrangement vide. La colère, la douleur, la confusion, tout était encore là, mais étouffé, comme derrière une vitre. Dans la chambre d'amis, je m'assis sur le lit et regardai par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin.
Notre jardin, où nous avions passé tant de journées d'été. Où Tobias et Lena avaient joué. Où nous avions fêté des anniversaires, fait des barbecues, ri. Tout cela avait-il été une illusion? Où y avait-il eu de vrais moments de bonheur, d'amour, de connexion malgré l'infidélité de Heik? Je ne savais pas. Je savais seulement que je n'étais pas prêt à jeter 32 ans à la poubelle. Pas sans avoir au moins essayé. Mon téléphone vibra. Un message de Lena. Tout va bien, papa? Tu es rentré? Je répondis. Oui, je suis rentré. On a parlé. C'est compliqué. On va probablement faire une thérapie de couple. Sa réponse arriva promptement. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je t'aime, papa. Appelle-moi si tu veux parler. J'esquissai un sourire. Mes enfants. Ils étaient la meilleure chose qui soit ressortie de ce mariage. Quoi qu'il arrive entre Heik et moi, ils seraient toujours mes enfants. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Herbert, fit la voix de Heik. Le dîner est prêt, si tu veux. J'hésitais. Une partie de moi voulait rester seule, m'enfermer dans ma douleur. Mais une autre partie savait que l'isolement n'était pas une solution. J'arrive, dis-je finalement. En descendant l'escalier, je repensais aux mots de mon fils, parfois, il faut démolir un bâtiment pour en construire un nouveau. Mais parfois, on peut aussi rénover, conserver la structure de base et quand même créer quelque chose de mieux. Je ne savais pas encore quelle voie nous allions emprunter. Mais j'étais prêt à le découvrir. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un mélange étrange de banalité et d'état d'urgence. En apparence, Heik et moi continuions notre vie où elle allait travailler, je m'occupais du ménage, le soir nous dînions ensemble. Mais entre nous, il y avait une distance, un fossé infranchissable de méfiance et de sentiments blessés. Nous dormions dans des chambres séparées. Moi dans la chambre d'amis, elle dans notre lit conjugal. Parfois, quand je me réveillais la nuit, je l'entendais pleurer au des sanglots silencieux, étouffés, qui traversaient le mur. Une partie de moi voulait aller vers elle, la consoler. Mais une plus grande partie ne le pouvait pas, était encore trop blessée, trop en colère. Nous avions notre premier rendez-vous chez la conseillère conjugale une semaine après mon retour. Le docteur Martina Weber était une femme calme d'une 50aine d'années, avec des yeux intelligents et une manière directe. Son cabinet se trouvait dans une vieille maison de Brême avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, un endroit clair et accueillant pour des conversations difficiles. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle après que nous nous soyons assis. Heik et moi échangeâmes des regards. Qui allait commencer? Ma femme m'a trompé, dis-je finalement. À plusieurs reprises, pendant des années. Je ne l'ai découvert que récemment. Le docteur Weber acquiesça, sans surprise apparente. Elle avait probablement déjà entendu beaucoup d'histoires de ce genre. Et vous, Madame Clam? Pourquoi êtes-vous ici? Heik déglutit. J'ai fait de terribles erreurs. Je veux sauver notre mariage, si c'est encore possible. Est-ce ce que vous voulez aussi, Monsieur Clam? Sauver votre mariage? Une question simple, si difficile à répondre. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut essayer. On ne jette pas 32 ans comme ça. Mais une autre partie se demande s'il reste encore quelque chose à sauver. Le docteur Weber acquiesça de nouveau. Ce sont des sentiments compréhensibles. L'infidélité ébranle les fondations d'une relation. Elle détruit la confiance, et sans confiance, il est difficile d'avoir un mariage. Elle se tourna vers Heik. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre infidélité? Qu'est-ce qui vous y a poussé? Heik était assise raide sur sa chaise, les mains jointes sur ses genoux. Je ne sais pas exactement. Il y a eu différents facteurs. Lors de la première liaison, je me sentais négligé, seul. Herbert travaillait beaucoup, était souvent absent. L'homme, un collègue me donnait de l'attention, me faisait sentir que j'étais importante, désirable. Et les liaisons suivantes, demanda le docteur Weber. Heik hésita. Pareil, je pense. Je me sentais invisible. Peut-être la crise de la quarantaine. Ces hommes me voyaient, m'admiraient, me désiraient. Je ne pus m'empêcher de renifler. Je te désirais aussi, Heik. Toujours. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Je sais, dit-elle doucement. Ce n'était pas rationnel. C'était égoïste et stupide.
Le docteur Weber se pencha en avant. Madame Clam, avez-vous jamais envisagé de quitter votre mari? Pour l'un de ces hommes? Eik secoua la tête de manière décisive. Jamais. Pas même une seconde. Ces liaisons n'ont jamais été réelles pour moi. C'étaient des fuites, des fantasmes. Herbert est ma vie, ma réalité. Une étrange façon de le montrer, murmurai-je. Le docteur Weber reporta son attention sur moi. Monsieur Clam, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir à nouveau faire confiance à votre femme? Si tant est que ce soit possible. Je réfléchis longuement. Je ne sais pas, dis-je finalement. Une honnêteté absolue, pour commencer. Plus de secrets, plus d'excuses, plus de demi-vérités. Et du temps. Beaucoup de temps. Êtes-vous prêt à investir ce temps? L'étais-je? Une partie de moi voulait juste partir, recommencer à zéro, laisser la douleur derrière moi. Mais une autre partie. Je pense que oui, dis-je avec hésitation. Du moins, je veux essayer. Eik pleurait doucement à côté de moi. Des larmes de soulagement? De remords? Je ne savais pas. Le docteur Weber acquiesça. C'est un début. Un chemin difficile vous attend, mais il n'est pas impossible. Reconstruire la confiance demande du temps, de la patience et un travail acharné des deux côtés. Elle nous donna des devoirs et des exercices de communication, d'honnêteté, des activités communes. Nous devions tenir un journal de la vérité dans lequel nous consignions nos sentiments, nos peurs et nos espoirs. Nous devions réserver du temps l'un pour l'autre chaque jour, sans distraction comme la télévision ou les téléphones portables. En quittant son cabinet, je me sentais étrangement plus léger. Non pas que la douleur ait disparu ou elle était toujours là, une sourde douleur dans ma poitrine. Mais pour la première fois, depuis que j'avais découvert l'infidélité d'Eik, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir une voie à suivre. Au cours des semaines suivantes, nous avons consulté régulièrement le docteur Weber. Lentement, très lentement, nous avons commencé à vraiment parler, et pas seulement des choses du quotidien, mais de nos sentiments profonds, de nos peurs, de nos désirs. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, a avoué Eik lors d'une séance. Ni en tant que femme, ni en tant que mère, ni en tant qu'épouse. Ces hommes, ils me donnaient l'impression d'être spécial, désirable. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé, ai-je demandé. Je t'aurais écouté, j'aurais essayé de comprendre. Elle a secoué la tête. Je ne pouvais pas. J'avais peur de paraître faible, vulnérable. J'ai toujours été la forte, l'organisée, celle qui maîtrisait tout. J'ai tellement joué ce rôle que je ne savais plus comment m'en défaire. Le docteur Weber a hoché la tête avec compréhension. Beaucoup de femmes de votre génération ont été socialisées ainsi, Madame Clam. Être forte, tout gérer, ne montrer aucune faiblesse. C'est un fardeau lourd à porter. Mais être trompé est aussi un lourd fardeau, ai-je dit doucement. Oui, a acquiescé le docteur Weber. Et vos sentiments sont tout à fait légitimes, monsieur Clam. Le chemin vers la guérison ne signifie pas que vous devez simplement pardonner et oublier. Il signifie que vous devez tous les deux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et comment vous pouvez éviter que cela ne se reproduise. À la maison, nous avons essayé d'appliquer ces conseils. Nous nous sommes réservés du temps l'un pour l'autre, nous sommes allés nous promener, nous avons cuisiné ensemble. Parfois, ça marchait, nous rions même de temps en temps, nous nous souvenions de meilleurs moments. Mais bien trop souvent, le passé planait au-dessus de nous comme un nuage sombre. Un soir, alors que nous étions encore assis à table après le dîner, Eik a soudainement demandé « Tu crois qu'on va y arriver ?» Je l'ai regardé, cette femme que je connaissais depuis plus de 30 ans, la mère de mes enfants, ma partenaire, ma traîtresse. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. J'espère. Moi aussi, a-t-elle murmuré. Plus que tout. Cette nuit-là, je suis resté longtemps éveillé, à réfléchir. À nous, au passé, à l'avenir. Au pardon et à ses limites. À l'amour et à sa résilience. Pourrais-je un jour faire de nouveau entièrement confiance à Eik? Probablement pas. Mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. Peut-être s'agissait-il de reconstruire une nouvelle confiance ou une confiance plus prudente, plus réaliste, mais néanmoins authentique. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je lui ai dit, je crois que je devrais revenir dormir dans la chambre. Elle a levé les yeux, surprise. Vraiment? Oui.
Des chambres séparées ne résolvent pas nos problèmes. Nous devons réapprendre à vivre ensemble à tous les niveaux. Un sourire prudent a illuminé son visage. J'aimerais bien. Cela ne signifie pas que tout est pardonné et oublié, ai-je précisé. Mais c'est un pas. Un pas important, a-t-elle acquiescé. Ce soir-là, je suis retourné dans le lit conjugal. C'était étrange, à la fois étranger et familier. Nous étions allongés côte à côte, sans nous toucher, chacun de notre côté du lit. Mais nous étions sous la même couverture, respirions le même air, partagions le même espace. C'était un début. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'Eik changeait. Elle devenait plus ouverte, plus vulnérable. Elle me parlait de ses angoisses, de ses insécurités. De sa peur de vieillir, de perdre son attrait. De son sentiment que la vie la dépassait, alors qu'elle était piégée dans une routine prévisible. « J'aime notre mariage, Herbert », a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder le coucher du soleil. « J'aime notre vie ensemble. Mais parfois, j'avais peur que ce soit tout ou que je ne vivrais plus jamais quelque chose d'excitant, d'inattendu. » Et ces hommes étaient excitants? Inattendus? Elle a acquiescé avec hésitation. Pendant un moment. Mais après, c'était juste vide. Creux. Une illusion d'excitation, pas la vraie. J'y ai réfléchi. N'avais-je pas parfois eu des pensées similaires? Pas à propos d'autres femmes, mais à propos de la vie en général? La peur que mes beaux jours soient derrière moi, que l'avenir ne soit qu'un lent déclin. Peut-être, ai-je dit lentement, devons-nous apprendre à trouver de nouvelles formes d'excitation. Ensemble. Elle m'a regardé, de l'espoir dans les yeux. Tu veux dire? Je ne sais pas exactement. Voyager peut-être. De nouveaux loisirs. Des choses que nous avons toujours voulu faire, mais pour lesquelles nous n'avons jamais trouvé le temps. J'aimerais ça, a-t-elle dit doucement. Beaucoup même. Ce soir-là, nous nous sommes touchés à nouveau pour la première fois, au juste sa main dans la mienne, alors que nous rentrions dans la maison. Un petit geste, mais significatif. Lors de la séance suivante avec le docteur Weber, nous avons fait part de nos progrès. Elle a semblé satisfaite. Ça sonne bien, dit-elle. Mais n'oublie pas que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des rechutes, des journées difficiles, des souvenirs douloureux. C'est normal et prévisible. Elle avait raison. Il y a eu des jours où la colère est revenue, où j'avais du mal à regarder Eik sans penser à son infidélité. Des jours où je me demandais si je ne faisais pas une terrible erreur en lui donnant une autre chance. Mais il y a aussi eu de bons jours. Des jours où nous rions, nous nous sentions proches, nous faisions des projets. Nous avons réservé un voyage en Italie pour l'automne, quelque chose dont nous parlions depuis des années, mais que nous n'avions jamais concrétisé. Lentement, très lentement, nous avons commencé à construire une nouvelle sorte de relation. Pas la confiance naïve et aveugle d'avant, mais quelque chose de plus prudent, de plus conscient. Nous avons travaillé sur notre communication, appris à être plus honnêtes l'un envers l'autre même quand c'était douloureux. Un soir, alors que nous étions allongés côte à côte dans le lit, Eik a demandé « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner, Herbert ?» J'ai longuement réfléchi avant de répondre. « Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'y travaille. Tous les jours. Parfois, je crois que j'y suis presque. Et puis, il y a des moments où cela me semble impossible. » Elle hocha la tête, la tristesse dans les yeux. « Je comprends. Je ne me pardonnerai pas non plus. Mais, ajoutai-je, j'apprends à vivre avec ça. Avec cette connaissance, avec cette douleur. Elle ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais elle diminuera. J'espère. Moi aussi, murmura-t-elle en saisissant ma main. Je la laissai faire, serrant légèrement ses doigts. Un petit pas sur un long chemin. L'été laissa place à l'automne. Les feuilles des arbres de notre jardin ont changé de couleur, les jours ont raccourci. Eik et moi avons lentement trouvé une nouvelle routine, une coexistence prudente. Lena et Tobias nous rendaient visite régulièrement, parfois avec leur famille, parfois seuls. Ils nous observaient attentivement, se souciaient de nous. Je leur ai assuré que nous travaillions sur notre mariage, qu'il y avait des progrès. S'ils me croyaient, je n'en étais pas sûr. « Tu as meilleure mine, papa » dit Lena lors d'une de ses visites. « Tu n'as plus l'air aussi, perdu. »« Je me sens mieux aussi, admis-je. »« Pas bien, mais mieux. »« Et toi et maman »
Comment ça se passe? J'haussais les épaules. Jour après jour. Parfois bien, parfois difficile. On travaille dessus. Elle me serra fort dans ses bras. Je suis fier de toi, papa. De vous deux. Il aurait été tellement plus simple d'abandonner. Plus simple? Peut-être. Mais était-ce là ce que je voulais, ce dont j'avais besoin? En octobre, comme prévu, Eik et moi sommes partis en Italie 2 semaines en Toscane, dans une petite villa avec vue sur les vignobles et les oliveraies. C'était une décision délibérée de ne pas choisir un endroit où nous étions déjà allés. Pas de vieux souvenirs, pas de fantômes du passé. Un nouveau départ. La première semaine a été tendue. Nous n'étions plus habitués à passer autant de temps ensemble, sans les distractions du quotidien. Les conversations s'interrompaient, les silences s'étiraient. Mais lentement, à chaque repas partagé, chaque promenade dans les bourgs médiévaux, chaque verre de vin sur la terrasse au coucher du soleil, nous avons commencé à nous détendre. « Tu te souviens de notre voyage de noces ?» demanda Eik, un soir, alors que nous étions assis dans un petit restaurant à San Gimignano. « Bien sûr, dis-je. Paris. Il a plu toute la semaine. » Elle sourit. « On a quand même adoré. On marchait sous la pluie, main dans la main, on s'embrassait sous les ponts. Ce souvenir me fit sourire. On était si jeunes. Si plein d'espoir. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Plus d'espoir? Je la regardais aux ses yeux gris, les fines rides autour de sa bouche, les cheveux argentés qu'elle ne colorait plus. La femme que je connaissais depuis plus de 3 décennies. La femme qui m'avait trompé. La femme que, malgré tout, j'aimais encore. Si, dis-je finalement. Des espoirs différents, peut-être. Plus réalistes. Mais ils sont là. Elle tendit la main par-dessus la table, et je la pris. C'était un moment de connexion, de réconciliation pas complet, pas parfait, mais authentique. Au cours de la 2e semaine de nos vacances, nous avons commencé à faire des projets. Pas seulement pour l'avenir immédiat, mais pour les années à venir. Nous avons parlé des voyages que nous voulions faire, des projets pour la maison, du temps à passer avec les petits-enfants. Je crois que je devrais prendre ma retraite, dit Eik un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse de notre villa. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Il est temps. Cette annonce me surprit. Eik avait toujours dit qu'elle travaillerait jusqu'à ce qu'on la sorte les pieds devant. Sa carrière était un élément central de son identité. « Tu es sûr ?» demandai-je. « Tu aimes ton travail ?» Elle hocha la tête. « Oui, c'est ce que je fais. Mais je t'aime plus. Et je veux passer plus de temps avec toi, Herbert. » Ces derniers mois m'ont montré à quel point notre temps ensemble est précieux. À quel point il est fragile. Je ne veux plus gaspiller une seule minute. Ces mots m'ont profondément touché. Était-ce le changement dont nous avions besoin? Un nouveau chapitre, un nouveau départ ensemble? Que ferais-tu de tout ce temps libre, demandai-je. Elle sourit. Voyager avec toi. Réaménager le jardin. Peut-être faire du bénévolat. Et passer du temps avec le petit Félix avant qu'il ne grandisse trop pour trouver sa grand-mère cool. Je ris. Ça a l'air d'un bon plan. Et toi, demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je réfléchis. Depuis ma retraite anticipée il y a 2 ans, je m'étais un peu perdu, sans la structure et le but que mon travail me procurait. J'ai pensé à enseigner à nouveau, dis-je. Peut-être un séminaire à l'université technique. Quelque chose qui transmettrait mes connaissances à la prochaine génération. Eik acquiesça avec enthousiasme. Ce serait parfait pour toi. Tu as toujours été un bon professeur. Et je pense que nous devrions passer plus de temps avec les enfants, ajoutai-je. Pas seulement avec Félix, mais aussi avec Tobias et Lena. En famille. Oui, approuva-t-elle, les larmes aux yeux. En famille. À cet instant, sous le soleil toscan, avec le parfum du romarin et de la lavande dans l'air, j'ai ressenti pour la première fois depuis la découverte de l'infidélité de Eik quelque chose comme une vraie paix. Pas le pardon, pas encore, mais l'acceptation. La reconnaissance que le passé ne pouvait être défait, mais que l'avenir restait à écrire. Lorsque nous sommes rentrés à Brême après 2 semaines, nous avons rapporté quelque chose avec nous, pas seulement des souvenirs et des photos, mais une détermination renouvelée à travailler sur notre relation. Une volonté de laisser le passé derrière nous et de regarder vers l'avenir.
Le docteur Weber a immédiatement remarqué le changement. Vous avez l'air différent, dit-elle lors de notre première séance après les vacances. Plus détendu. Plus connecté. L'Italie nous a fait du bien, expliqua Ike. Ça nous a aidé à nous revoir comme un couple, pas seulement comme une trompeuse et un trompé. Le docteur Weber acquiesça. C'est une étape importante. Les rôles que nous adoptons dans une crise peuvent nous définir si nous n'y prenons pas garde. C'est bien que vous ayez dépassé cela. Je n'étais pas sûr d'avoir vraiment dépassé cela. La douleur était toujours là, le souvenir de la trahison de Ike. Mais elle n'avait plus le même pouvoir sur moi. Elle ne définissait plus chaque instant de notre vie commune. Dans les mois qui ont suivi, nous avons mis nos plans à exécution. Ike a annoncé son départ à la retraite, effectif à la fin de l'année. J'ai postulé pour un poste de professeur à l'Université technique de Brême et j'ai été accepté à un séminaire par semestre sur les constructions durables, à partir du printemps. Nous avons passé plus de temps avec les enfants et les petits-enfants. À Noël, nous nous sommes tous réunis dans notre maison, Tobias et Katharina avec le petit Félix, Lena avec son mari Michael. C'était le premier Noël depuis la crise, et j'étais nerveux de voir comment cela se passerait. Mais mes inquiétudes étaient infondées. C'était une fête chaleureuse et joyeuse. Pas parfaite, les ombres du passé étaient toujours là mais bien. Authentique. Après la fête, alors que tout le monde était parti et que Ike et moi étions seuls dans le salon, au milieu des restes de la célébration, elle dit doucement « Merci, Herbert. » Pourquoi, demandai-je. D'être resté. D'avoir essayé. De m'avoir donné une seconde chance que je ne méritais pas. Je la regardais, cette femme qui avait tellement compté dans ma vie. Qui avait apporté tant de joie et tant de douleur. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, Ike, dis-je honnêtement. Mais je sais que je t'aime. Malgré tout. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'est plus que ce que j'osais espérer. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés côte à côte dans le lit, je repensais à l'année écoulée. À la découverte de l'infidélité de Ike, au choc, à la douleur, au lent et pénible travail de reconstruction. C'était le chemin le plus difficile que j'avais jamais emprunté. Et il n'était pas encore terminé. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais sûr que nous étions sur la bonne voie. Pas de retour à ce que nous étions autrefois, c'était impossible. Mais vers quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur l'honnêteté, sur l'acceptation de nos erreurs et de nos faiblesses, sur la volonté de choisir chaque jour à nouveau d'être ensemble. Lorsque la nouvelle année a commencé, elle ressemblait vraiment à un nouveau départ. Ike avait passé sa dernière journée de travail, je préparais mon séminaire. Nous avions prévu un voyage en Scandinavie pour l'été, un rêve que nous caressions depuis toujours, sans jamais trouver le temps de le réaliser. Par un matin froid et limpide de janvier, nous étions ensemble dans le jardin, à contempler les premières perce-neige percer le sol gelé. De petits signes de vie, fragiles, au cœur de l'hiver. Elles sont comme nous, dit Ike à voix basse. Brisées, mais pas vaincues. Prête pour un nouveau printemps. Je pris sa main, la serrai légèrement. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étions-nous comme ces courageuses petites fleurs, se frayant un chemin à travers la dureté et le froid pour trouver la lumière. Le chemin devant nous ne serait pas facile. Il y aurait toujours des jours difficiles, des moments de doute, des souvenirs douloureux. Mais il y aurait aussi de la joie, des rires, de l'amour. Une autre forme d'amour, peut-être plus mûre, plus prudente, plus consciente. Mais pas moins réelle. Oui, dis-je en regardant nos mains entrelacées. Comme nous.